Bataille, qui est à la Bonjour. Voilà, bonjour, qui est professeur de lettres. Ex-professeur de lettres. Bon, quand on a une fois, on l'est pour toujours. Et qui, en fait, va nous parler dans le cadre du cycle sur les rites et les fêtes du carnaval, ce soir. Alors, avant de lui laisser la parole, et puis ensuite vous laisser la parole pour les échanges. Et donc là, aujourd'hui, non seulement... Alors, oui, j'ai dit qu'Antoine était aussi le président des universités populaires. Non, c'est un beau titre. Co-fondateur des universités populaires. Donc voilà, je laisse la parole au président, avec beaucoup d'émotion. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc ce soir, je vais vous présenter une conférence sur le carnaval. Est-ce que le son est bon ? Très bien. Oui, ça va ? Alors, j'ai proposé ce titre, le carnaval entre permanence et transformation, parce que c'est un événement particulier, le carnaval. Je ne sais pas si vous avez participé à des carnavals ou quand vous étiez plus jeune, je pense à ceux qui sont de la région, la mi-carême de Nantes ou des événements comme ceux-là. Ce sont des événements qui sont assez particuliers quand on les vit de l'intérieur. C'est toujours mêlé. Le fait de participer à un carnaval, c'est quelque chose qui est à la fois qui peut être source de joie, d'amusement, mais il y a toujours une petite peur, une petite angoisse. Il y a des masques, il y a une violence plus ou moins masquée. Il y a quelque chose qui apparaît. Donc le carnaval, c'est un moment particulier, c'est une fête particulière qui est une fête qui est faite de contraires au fond. Et dans les carnavals modernes, on va retrouver au fond, et c'est pour ça que je parle de permanence, on retrouve dans les carnavals modernes des traces d'un passé fort éloigné, mais en même temps, chaque carnaval de notre époque a fait une forme de transformation, a retravaillé le carnaval de l'ancien temps pour le mettre en relation avec notre époque. Donc, plutôt que de faire un travail chronologique qui serait de partir de très loin et d'arriver à très près, on va partir de très près, parce qu'on connaît les carnavals d'aujourd'hui. On va essayer de les examiner relativement précisément pour savoir qu'est-ce qui les caractérise, à quelle époque ils sont apparus. Et puis ensuite, on essaiera de voir comment ces carnavals d'aujourd'hui sont apparus, comment ils sont ici maintenant, quelles sources sont les leurs, de façon à trouver, non pas... Alors, il y a une espèce de fantasme qui consisterait à trouver un lien, un fil, entre une antiquité très, très, très lointaine et un présent immédiat, et on trouverait un fil continu entre les deux. En fait, c'est un peu illusoire. On peut trouver dans l'Antiquité, on le verra, des liens avec le carnaval moderne, mais on n'aura pas la certitude que ce lien est lié directement à la modernité, puisque chaque époque va transformer ce qu'on appelle aujourd'hui le carnaval. Alors, on a le mot carnaval, je vais employer, avant d'arriver à l'époque où ce mot va apparaître dans notre langue, c'est à XIIe, XIIIe siècle, je vais employer l'expression carnavalesque. En gros, c'est un peu le chahut, c'est l'usage de masques, des défilés dans les rues. Donc ce mot-là, carnaval, va apparaître un peu plus tard dans le vocabulaire. Donc, on va commencer par observer un certain nombre de carnavals, les plus connus. Alors, je vais commencer par le carnaval dont on parle tous quand on pense à un carnaval. C'est le carnaval de Rio. Alors, j'ai pas un diaporama extrêmement développé. J'ai quelques photos qui sont intéressantes parce qu'elles vont me servir par rapport à la suite de l'exposé. Alors, vous avez là des caractéristiques du carnaval de Rio. Ce qu'on peut observer, c'est d'une part, si on prend la photo de gauche, on a un travail extrêmement élaboré au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une coiffure qui est à la fois une coiffure qu'on va dire relativement classique, qui pourrait renvoyer à d'autres carnavals européens, mais on a des plumes qui renvoient à l'exotisme, à la forêt amazonienne. Donc c'est une parure de plumes qui va aussi utiliser la nature brésilienne. De l'autre côté, vous avez quelque chose d'intéressant. Et on va le voir sur l'autre photo. Donc là, c'est très, très
très simple à analyser. Vous avez une femme légèrement dévêtue, c'est ce qui fait aussi le succès du carnaval de Rio. Il y a une part de fantasme associée à ce carnaval. Et à l'arrière, vous avez une figure qui est beaucoup moins brésilienne, c'est la figure du dragon. Le dragon qu'on associe à la Chine, mais qu'on devra associer aussi au sud de la France. Il y a une ville qui s'appelle Draguignan, et Draguignan, ça vient du mot dragon, puisque dans l'imaginaire du Sud, vous avez des figures de dragons, comme un autre dragon que vous connaissez à travers un mot dérivé. Un autre dragon du Sud, c'est la Tarasque, et il y a une ville qui s'appelle Tarascon. Et donc on a un certain nombre de villes dans le sud de la France qui sont nées à partir de figures, on va dire, fantastiques, qu'on va retrouver dans les carnavals. Autre image, c'est celle-ci. C'est un plan large du carnaval de Rio. Et là, ça peut nous apporter une nouveauté, c'est-à-dire que le carnaval de Rio, tel qu'il est aujourd'hui, il est constitué comme un spectacle. C'est-à-dire que la rue devient une scène où vont défiler les porteurs de masques ou de plumes. Vous avez des chars absolument magnifiques, luxueux, dorés, enfin vous voyez, et on a un spectacle. Alors ce carnaval de Rio, il est extrêmement intéressant parce qu'au fond, il est récent. Il apparaît au XIXe siècle, et il apparaît sous l'impulsion d'un carnaval qu'on a un peu oublié, et complètement oublié, c'est le carnaval de Paris. C'est-à-dire que Rio a voulu créer un carnaval à l'image du carnaval de Paris, qui était, alors Paris au XIXe siècle, c'était la lumière du monde, hein, c'était la ville lumière. Et donc les bourgeois, les aristocrates brésiliens ont voulu créer à Rio un carnaval à l'image du luxe qu'ils imaginaient être le carnaval parisien. Alors c'est d'autant plus intéressant que, avant ce carnaval imaginé sur le modèle de Paris, existait un autre carnaval que les Portugais avaient importé au Brésil. C'était un carnaval populaire qui s'appelait l'Entrudo. L'Entrudo, c'est un carnaval, la traduction, je ne suis pas très très fort, mais bon, je me suis renseigné quand même. C'est la période entre le carême et l'avant-carême. En fait, c'est le Mardi Gras, en fait, vous voyez, cette époque-là. Et alors, cet Entrudo, qui était le vrai carnaval portugais populaire, c'était un carnaval de chahut. Les gens couraient dans les rues, se balançaient de l'eau, de la boue, des ordures, des pelures d'orange, enfin, c'était absolument le chahut terrible. Alors, la bourgeoisie de Rio trouvait ça burk. Et donc, elle s'est dit, on va faire un carnaval bien propre, on va le prendre sur le modèle parisien pour avoir la paix. Alors, je vais vous lire deux extraits de journaux de l'époque. Un premier journal qui date de 1864, où on peut voir l'étonnement des journalistes parce qu'ils disent que les débardeurs, c'est-à-dire les ouvriers qui débarquaient les péniches à Paris, hein, les gilets de corps si vous voulez, les débardeurs, les zouaves, apparaissent dans la société brésilienne comme s'ils avaient droit de cité. C'est-à-dire qu'avec le carnaval modèle parisien, on va importer à Rio des tenues, des costumes directement pris dans le carnaval de Paris. Moins amusant, un journaliste français qui va aller à Rio observer ce carnaval, Richard Cortambert, c'est en 1868, il est journaliste dans un journal qui s'appelle l'Illustration. On dirait que c'est un journal aujourd'hui réactionnaire, hein, très conservateur, écrit ceci. Pendant que les Blancs s'adonnent aux distractions modernes, les nègres se livrent avec une sorte de furie bestiale à tous les excès de la danse. Bon, le vocabulaire est bien un vocabulaire d'époque, mais ce qui est intéressant, c'est que l'on voit, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de l'exposé que je vais vous faire, on s'aperçoit deux carnavals qui cohabitent. Le carnaval européanisé, c'est un petit peu celui qu'on voit ici, et puis un carnaval populaire qui va être en proie à la danse, à un certain nombre de choses, qui lui garde les traces du vieux carnaval populaire portugais, l'Entrudo. Donc, là,
on a deux versions d'une même cérémonie, d'une même fête. Un carnaval pris en charge par une ville et un carnaval pris en charge par les habitants de la ville. Et là aussi, on a un problème de catégorie d'habitants qui va se jouer. Le deuxième carnaval dont je vais vous parler, parce qu'il est un petit peu ressemblant à celui-ci, c'est le carnaval de Nice. Alors, je ne vais pas aller trop longtemps sur ce carnaval de Nice, parce que le carnaval de Nice, il correspond à un souci, déjà, dans son origine, à un souci touristique. Il est créé en 1873, donc c'est assez récent, et c'est le comité du carnaval, issu du comité de la mairie de Nice et des soucis de promotion de la ville, qui reçoit à Nice, dès le 19e siècle, un certain nombre d'Anglais, d'où la promenade des Anglais, et vous avez aussi déjà des Russes qui sont à Nice pendant l'hiver, et il faut bien occuper ces gens, toute l'aristocratie européenne qui vient prendre la chaleur et le soleil à Nice, et pour les occuper, l'on va mettre en place un carnaval qui est dès le départ assumé comme un spectacle à destination des touristes qui sont présents sur la Côte d'Azur. Et ce carnaval, ce qui est intéressant, c'est que 1873-2025, j'ai regardé, il y en a un de prévu cette année, donc ça dure, ça dure très très fortement. Donc ça, c'est une autre image du carnaval. Un autre endroit de France qui va nous renvoyer une autre image complètement différente, c'est le carnaval de Dunkerque. Alors si vous regardez les images, déjà, vous voyez la différence. C'est-à-dire que là, on n'a pas quelque chose qui correspond à un spectacle avec un certain nombre d'allées devenues une chorégraphie. Là, on a ce qu'on peut appeler un carnaval populaire. Alors ce carnaval, historiquement, j'ai un peu fouillé. Les historiens locaux et moins locaux se mettent à peu près d'accord pour dire que ce carnaval naîtrait au XVIIe siècle. L'origine de ce carnaval, ce serait une fête organisée par les armateurs de Dunkerque pour que les marins de Dunkerque qui partent à la pêche à la morue pendant longtemps, avant leur départ, puissent faire la fête dans les estaminets et dépenser leur argent à l'avance finalement. Ça fait un peu tourner le commerce, mais l'idée, elle est là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce carnaval, certains parmi vous le connaissent, mais un des moments importants dans ce carnaval, c'est que sur l'hôtel de ville, on lance aux carnavaliers des harengs. Et le grand jeu, c'est d'attraper ce hareng. Alors, on peut penser que ce jet de hareng est quelque chose qui est lié à l'origine des pêcheurs de morue. En fait, pas du tout. Ce jet de hareng, il est très très récent parce que ça a été mis en place en 1962. C'est quelque chose qui a été mis en place par le comité des pêcheurs et le comité des fêtes de Dunkerque qui a mis ça en place pour donner un petit peu un agrément à ce carnaval. Et surtout, provoquer un rassemblement important sur la place de Dunkerque. Vous voyez, en haut, c'est là où on va jeter les fameux harengs. Et on voit toute la foule en bas qui va essayer d'attraper ces poissons séchés comme un trophée. Et celui qui va en attraper un sera évidemment le héros de la fête. Alors, vous avez vu que les masques aussi étaient intéressants. Ils sont très très variés. On ne va pas dans quelque chose de luxueux. Dernière image en lien avec le carnaval de Dunkerque, c'est quelque chose aussi, voilà, vous le voyez ici, c'est la présence des géants. Quand vous allez dans le Nord, et même ailleurs, mais dans le Nord c'est très important dans le folklore, on a souvent la présence dans le folklore du Nord de géants, souvent par couple. On a des couples de géants. Et dans les carnavals, vous avez ces géants qui sont mis en avant comme les héros de la fête. Ce sont presque les figures totémiques du carnaval derrière lesquelles les gens vont défiler dans la cité. Je rappelle pas, mais il y a un auteur, par exemple, qui a repris cette thématique des géants de carnaval, c'est Rabelais. Parce que si on pense à Gargantua et à Pantagruel, ce sont des géants.
Et on peut lire aussi l'œuvre de Rabelais comme une espèce d'expression de carnaval. Ce n'est pas que ça, hein. Mais il y a aussi ces figures de carnaval dans Rabelais, et en particulier la figure des géants. Après Dunkerque, on va traverser la Manche, on va aller vers un autre carnaval, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le carnaval de Notting Hill. Est-ce que vous avez entendu parler de ce carnaval ? Actuellement, c'est le plus grand rassemblement carnavalesque d'Europe. Alors, il a ceci de particulier, ce carnaval, c'est qu'il est récent. Il a été créé dans les années 60. Alors, pourquoi dans les années 60 ? Eh bien, c'est lié à une question de politique. Dans les années 1950, l'Angleterre a été traversée par des troubles raciaux extrêmement puissants, en particulier à Londres. Il y a eu des grandes violences dans les quartiers. Et certains habitants de quartiers se sont dit qu'il faudrait donner à un quartier habité par cette population caribéenne, africaine, etc., il faudrait lui donner une identité, une dignité. Et cette dignité, ça va être la création d'un carnaval. Et ce carnaval qui a été créé pour la première fois, je crois c'est en 62, n'a cessé de se développer. Ce qu'il a de particulier, ce carnaval, bien qu'il s'appelle carnaval, c'est qu'il n'a rien à voir avec le calendrier qui est celui du carnaval. Je rappelle, hein, dans le calendrier du carnaval, calendrier chrétien, c'est entre le 6, c'est-à-dire la venue des rois mages, et le Mardi Gras, qui est calculé en fonction de la fête de Pâques. C'est sur cette période-là qu'on peut faire le carnaval. On y reviendra tout à l'heure, hein, parce que l'Église a fixé des dates de manière un peu fluctuante parfois. Là, ce carnaval se déroule en août, et c'est peut-être un des rares carnavals qui se déroule en août. Donc, ce carnaval n'a pas d'arrière-plan religieux, mais c'est un carnaval qui va prendre une autre coloration, c'est-à-dire un carnaval qui va être un carnaval qui va lutter, enfin qui va mettre en avant la différence, qui va lutter contre les discriminations, et ce carnaval va être ponctué par des musiques caribéennes, par un certain nombre d'éléments importants, et c'est très très festif. J'ai pas trouvé de... En fait, ce qu'il faut pour un carnaval, pour tous les carnavals que j'ai présentés ici, il faudra avoir la bande son. Parce qu'un carnaval, ce sont les musiques, ce sont les chants, ce sont les danses. Bon, là, je peux faire que simple par rapport à ça. Mais c'est vrai que le carnaval, c'est tout ça à la fois, hein, en permanence. Ça fait du bruit, c'est fait pour ça d'ailleurs. Donc les masques, vous les voyez, j'en ai pris quelques-uns qui sont intéressants parce qu'ils sont très très marqués culturellement. Alors, on a Venise. Alors, Venise, c'est le nec plus ultra du carnaval, le chic de ces chics. En tout cas, maintenant. Le carnaval de Venise est un des plus vieux. Il a été créé en 1094. Donc, c'est pas récent. Ce carnaval, finalement, a été créé par le Doge pour fédérer la cité. Et pour fédérer la cité, il y avait un moment, quelque chose qu'on va retrouver dans l'Antiquité, où on basculait les hiérarchies. Il n'y avait plus de hiérarchie sociale. C'est-à-dire que dans la ville, les maîtres, les servants, les domestiques, tout ça participaient de la même fête, pouvaient, avec le masque, avoir l'illusion d'être dans une communauté, d'en partager tous les aspects. Alors ce carnaval va progressivement, dans un mouvement qu'on va observer par la suite, va progressivement devenir de plus en plus luxueux, va être confisqué par l'aristocratie, et on va avoir finalement un carnaval qui va devenir le phare de l'Europe, le modèle pour les carnavals européens au XVIIIe siècle. Il y a un personnage que vous connaissez peut-être de réputation, c'est Casanova. Casanova qui a écrit ses mémoires dans lesquelles il parle du carnaval, et comme Casanova quitte Venise à toute vitesse parce qu'il est menacé de prison, il va fréquenter toutes les cours d'Europe, et outre jouer et un petit peu magouiller au niveau des banques, il va aussi parler du carnaval. Et ce carnaval vénitien va finalement influencer les cours européennes qui vont essayer de l'imiter.
Alors, ce carnaval va se développer au XVIIIe siècle, et puis il va s'arrêter en 1797, avec l'arrivée des troupes de Napoléon, de Bonaparte à l'époque, Napoléon Bonaparte, qui lui trouve que tous ces masques, qui est derrière, on ne sait pas, c'est dangereux, ça peut être des conspirateurs, le carnaval est interdit. Hein. Bon, alors cette période-là de fin du carnaval de Venise va marquer un coup d'arrêt pour le carnaval, on va dire officiel, aristocratique, mais parallèlement, le peuple de Venise va continuer de manière un peu rebelle à faire un carnaval, disons, de briques et de broc, mais toujours de garder cette tradition. Alors, après le départ de Napoléon, les Autrichiens reprennent la place et puis rétablissent un carnaval, mais on est au XIXe siècle et disons que l'aristocratie est déclinante, c'est la bourgeoisie vénitienne qui prend en charge le carnaval et disons que l'esprit de fête laisse la place à l'esprit d'économie et ça va pas très bien ensemble, disons. Hein. Et donc on a un carnaval un peu mesquin avec des masques un peu figés qu'il faut réutiliser d'une année à l'autre parce qu'il faut pas les user, enfin bref. Il y a quelque chose qui sent un peu la naphtaline dans le carnaval de Venise, tant et si bien qu'il disparaît. Il disparaît complètement. Et il n'est remis au goût du jour qu'en 1970. C'est-à-dire que le carnaval dont on nous parle aujourd'hui, c'est une remise à la mode en 1970 par des étudiants vénitiens qui avaient sans doute envie de s'amuser. Et donc ils ont ressuscité une tradition du Moyen-Âge qui était la tradition des œufs pourris. C'est-à-dire qu'on faisait bien pourrir les œufs et on les balançait sur les gens quand on était au balcon, de manière à les empuantir et à bien tacher les costumes, surtout les costumes riches. Alors ça avait été interdit au Moyen-Âge, pour les raisons que vous imaginez, mais ils ont voulu remettre ça en place. Bon, tout de suite, on l'a interdit, bien entendu, mais on les a autorisés à faire une mascarade. Les mascarades sont les défilés masqués dès 1978. Et puis, il y a des citoyens qui se sont dit, mais ça pourrait être intéressant pour les touristes. Et à ce moment-là, le carnaval de Venise a été pris en main par la municipalité de Venise comme un attrait touristique intéressant parce qu'en dehors de la saison d'été, le carnaval de Venise se situe à un autre moment, donc ça permettait d'accroître le potentiel touristique de Venise. Alors si vous regardez ces photos-là, c'est très beau, mais c'est très mort. Parce que si vous regardez autour d'eux, ils sont bien seuls. On dirait là des statues au milieu de la place Saint-Marc. Alors bon, c'est pas toujours comme ça, mais il y a ce côté, en fait, qu'est-ce qui est mis en avant là? C'est plus la ville que les masques. Comparons cela avec le carnaval de Venise avant. Ça, c'est un tableau du XVIIIe siècle qui dépeint le carnaval de Venise dans les rues, dans les cabarets, dans les théâtres, dans les estaminets. Et là, vous voyez une densité de population, une profusion de masques d'ailleurs, qui ne sont pas forcément aussi luxueux et stéréotypés d'ailleurs, parce que les masques vénitiens aujourd'hui sont très stéréotypés. On a des masques très variables qui, si on regarde de près, renvoient pour certains à la Commedia dell'arte. On retrouve vraiment là, dans ce carnaval du XVIIIe siècle tous les sujets de la comédie italienne. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à observer. Une fête de profusion, d'exubérance, et puis à côté, ces masques isolés au milieu de la place Saint-Marc, qui doivent avoir très froid et qui attendent. Alors, ce petit tour d'horizon nous montre quand même qu'à notre époque, on pourra en parler d'autres carnavals. Je sais que je ne pouvais pas en parler de tous les carnavals, mais il y a des carnavals extrêmement intéressants aussi en Caraïbes, dans les îles Caraïbes. J'ai assisté, parce qu'on ne peut pas participer quand on n'est pas vraiment dans le bain, mais j'ai assisté à un carnaval en Martinique, c'est quelque chose, quoi. Il y a d'autres significations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le carnaval va s'étendre par de l'Europe, va s'étendre à d'autres régions du monde sous l'effet de la christianisation et de la colonisation. C'est une fête, au départ, chrétienne,
qui va être un petit peu diffusée dans l'ensemble des continents. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer rapidement? C'est que vous avez des points communs entre ces carnavals. Vous avez des musiques, des chants, des défilés. Vous avez des figures géantes en général, hein, soit le roi carnaval, soit les personnes, les géants dans les villes du Nord. Mais vous avez aussi des écarts entre certains carnavals, entre des carnavals qui sont plutôt des spectacles et des carnavals qui sont plutôt des fêtes populaires. Et alors, ce serait trop simple de vouloir les diviser aussi nettement, parce qu'on s'aperçoit, comme à Rio, que le carnaval que l'on met en avant dans les revues, dans les brochures touristiques, c'est le carnaval spectacle, mais que parallèlement dans la ville, on a des fêtes populaires qui se déroulent. À l'ombre de ces carnavals, le carnaval populaire continue à exister. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on a une espèce de vitalité du carnaval qui va traverser les siècles. Alors, là, on va remonter un peu dans le temps pour voir d'où viennent ces tendances. Alors, en fait, pour savoir d'où ça vient, c'est très compliqué. Il faut qu'on ait des traces écrites. Alors, on va remonter à une époque assez lointaine, c'est l'époque de Babylone. Hein ? Bon, alors on n'a pas d'écrits ou de revues de l'époque, non. On a un historien du IIIe siècle, un prêtre babylonien, qui a rédigé... Oui, il y a un problème? Ah oui. Ah non, je refuse. Bon. On a un prêtre babylonien qui va répertorier dans un ouvrage qui s'appelle Babyloniaca, les pratiques de Babylone dans les temps anciens. Alors, dans ces pratiques, il y en a deux qui me paraissent intéressantes par rapport au carnaval. La première pratique, c'est une fête qui a lieu en juillet. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure dans certains carnavals, à Babylone, à ce moment-là, hop, on renverse la hiérarchie. Le maître devient l'esclave, enfin moyennement quand même. Hein. Mais surtout, on va choisir parmi le peuple quelqu'un qui va devenir le roi. Et il devient le roi. Et il va avoir le trône du roi, il va avoir le costume du roi, parfois même il va pouvoir épouser une aristocrate. Alors, ce qui est plus difficile à avaler, c'est qu'à la fin de la fête, on l'exécute. Soit on le pend, soit on l'empale. Enfin, vous aviez un certain nombre de recettes qui permettaient de mettre à mort quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que la fin de cette fête-là, c'est que le renversement, il est temporaire et on efface tout ce qui a pu rester de ce renversement. Ça nous renvoie aussi à la fin des carnavals, quand on brûle l'effigie du roi carnaval. Il faut qu'il n'en reste rien. Deuxième exemple, un peu ressemblant à celui-ci, c'est quand la cité de Babylone est menacée, soit par une guerre qui approche, soit par des oracles négatifs, aussitôt le roi est remplacé par quelqu'un, un faux roi, qui va jouer le rôle du roi tant que le danger est présent, et quand le danger n'est plus présent, le roi reprend sa place, et là aussi on exécute la victime qui a été désignée à sa place comme roi. Donc vous voyez, c'est autre chose. Enfin, le dernier rituel, et là nous intéresse parce qu'il se situe à l'équinoxe de printemps. Et vous savez que les solstices, les équinoxes jouent un rôle important. Solstice d'hiver, solstice d'été, ce sont toujours des fêtes qui sont importantes. Et là, c'est le début de l'année babylonienne. Et là, le roi va se rendre dans un temple. Alors, on nous dit dans le texte que le prêtre le tire par les cheveux. Bon, il doit faire attention, je suppose. Il l'emmène dans le temple. Et il faut que le roi abjure ses fautes et montre qu'il a été un bon monarque pendant l'année écoulée. Et donc, une fois qu'il a montré que... Donc on le rabaisse d'une certaine manière, parce que le prêtre le prend par les cheveux, le traîne devant le temple, donc le rabaisse, et le roi doit faire amende honorable des fautes qu'il a commises. Et une fois qu'il a fait cela, eh bien, il peut repartir, et donc on le rabaisse pour qu'il
repartent mieux. C'est la fin de l'année, le début de l'année. Hein, vous voyez? Donc on le rabaisse pour qu'il renaisse, comme s'il était purifié d'une certaine manière. Et dans la ville de Babylone, à ce moment-là, on a la même chose, les rôles sont inversés, les grands sont rabaissés, de manière à ce qu'ils puissent après reprendre et légitimement le cycle qui était le leur. En Grèce antique, je vais aller plus vite parce que c'est plus connu, ce sont les fêtes de Dionysos qui sont les plus connues, les bacchanales. On a des fêtes autour du dieu Dionysos, des fêtes de théâtre, où le théâtre grec est masqué. Je vois que je prends du temps, je vois ma montre aussi. Enfin, on va arriver à Rome. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors, à Rome, on a un problème de calendrier. Quand Rome a été créée, Romulus, dans la mythologie, va créer Rome, il va créer un espace, il va aussi créer un temps. Et ce temps est un temps lunaire. C'est-à-dire le calendrier de Rome est un calendrier lunaire. Et le début de l'année lunaire est en mars. Quand César va arriver au pouvoir, et d'autres avant lui, ils vont commencer à mettre un calendrier solaire. Et donc le début de l'année sera en janvier. Et il se passe quelque chose, c'est que traditionnellement, au printemps, donc à cette nouvelle année lunaire, on a un certain nombre de fêtes qui se déroulent, des festivités importantes. On va au bord du Tibre, il y a des chants, des danses, du théâtre, des jeux, on fête tout ça. Mais quand le calendrier va passer au calendrier solaire, on va avoir des fêtes qui vont avoir lieu en décembre, qui vont continuer un peu en janvier, mais comme finalement on va remettre ça en mars, ce calendrier romain va finalement multiplier les festivités et les défilés et les fêtes de décembre à mars. Hein, donc ça, c'est extrêmement important. Alors pendant ces fêtes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a des masques, on a des déguisements, on a des fêtes, on a des jeux, enfin bref. Quand le christianisme arrive dans l'Empire romain, ça prend un petit temps, mais il s'y installe, il arrive dans une société où les dieux ont un pouvoir extrêmement important. Et le christianisme pose l'idée suivante, c'est que les dieux païens, les dieux du passé ne sont pas morts. Leur idée, c'est de dire ils ne sont pas morts, mais ils sont devenus des démons, des figures du diable. C'est très important parce que ça veut dire que toute représentation de ces dieux, tout culte pour ces dieux, tout rituel lié à ces dieux devient quelque chose de diabolique et de banni par l'Église. Alors l'Église va interdire le théâtre, les rites, où les masques seraient présents. Alors, dans le théâtre antique, on a souvent les masques qui sont présents sur scène, mais dans les rites également, il y a les rites d'Éleusis, par exemple, à Rome, où les prêtres d'Éleusis portaient un certain nombre de figures, de masques sur la figure. Donc là, l'Église chrétienne met le masque à l'index. L'image est osée, le masque à l'index, mais voilà. Alors on pourrait penser que ça a marché. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de développement des mascarades et des défilés carnavalesques que pendant le christianisme. C'est-à-dire que, on va dire que le carnaval, le développement du carnaval et de ces fêtes-là, ces fêtes se sont réalisées sous le pouvoir du christianisme. Et on va essayer de comprendre pourquoi, en fait. Alors, le christianisme va agir d'abord en essayant de s'approprier les fêtes du passé. Pour cela, on va d'abord modifier un petit peu les choses. Les calendes de janvier, c'était le moment où les Romains se souhaitaient une nouvelle année dans le calendrier solaire. Donc on avait des abondances. La veille du premier, on multipliait la nourriture sur la table pour signifier que l'année suivante serait
serait riche d'aliments et de richesses. Le premier, on allait laisser les gens se souhaiter la première année. Le 2, on se reposait. Et le 3, c'était les rues qui étaient remplies de Romains qui fêtaient ça. C'était une débauche, évidemment, dans tous les sens. Alors ça n'allait pas, ça. Parce que le christianisme est quand même beaucoup plus simple dans son traitement du 1er janvier. Alors voilà ce que propose l'Église chrétienne à l'époque comme rituel. L'Église chrétienne va proposer ses propres rituels. Le soir du 31, on s'embrasse fraternellement et on se salue avec les formules suivantes. « Épanouis-toi en Dieu et réjouis-toi ». Voilà, et après ça, on ferme la porte et on se couche. Donc effectivement, ça n'a pas un franc succès dans les villes de l'Empire romain, qui sont quand même habituées à une forme d'exubérance un peu plus grande, vous voyez, hein. Donc, ça va pas, quoi. C'est un coup raté. Alors à ce moment-là, il va y avoir un événement important au IVe siècle, c'est que l'Église va fixer la naissance du Christ au 25 décembre. Parce qu'avant, on n'avait pas de date, hein. C'est le IVe siècle qui va décider, c'est le 25 décembre. Et ça tombe pas mal. Enfin. Et la visite des rois mages, le 6 janvier. Et la circoncision du Christ, le 1er janvier. Ça tombe pas mal. Parce que finalement, ces dates, 25, 1er et 6, vont englober la plupart des manifestations festives qui ont lieu à l'époque. Donc, la stratégie qui va qu'on va essayer de mettre en place, c'est plutôt que d'interdire, on va absorber ces fêtes. Et on va voir tout au long des siècles qui vont suivre cette tentative désespérée de l'Église d'absorber des fêtes païennes pour en soustraire le côté maléfique. Alors, c'est très compliqué. Les fêtes continuent à exister. Oui, toujours, oui. Hop, voilà. Les fêtes continuent à exister. Et à ce moment-là, l'Église va créer un autre moment important dans son calendrier, c'est le jour de Pâques. Le jour de Pâques est important. Alors ce jour de Pâques, il est fixé à la première lune de printemps. Alors, c'est pas simple, hein, calculer le jour de Pâques, la première lune de printemps, tous les ans, il faut revoir la date. C'est très rare dans le calendrier chrétien d'avoir une date qui est fixée par rapport au calendrier lunaire. Pourquoi ? C'est que si on avait mis une date fixe, on aurait pu par malheur tomber sur la Pâque juive. Tandis que si on met un calendrier lunaire avec une date fluctuante, on ne tombera jamais sur la Pâque juive. Donc c'était ça le motif principal. À partir de ce jour de Pâques, on va pouvoir fixer d'autres dates. Alors, le choix a été conditionné par la crainte de voir la Pâque juive coïncider avec la Pâque chrétienne. Et puis, pour compléter le tout, au 8e siècle, on va créer le carême, le jeûne. Ça, c'est une invention importante. Alors, le jeûne, il va correspondre à l'origine du choix de la période du carnaval, en fait. C'est lui qui va le déterminer. Le mardi gras, dernier jour avant le carême, est le jour où l'on va vider les réserves de nourriture grasse. Donc le mardi gras, c'est le dernier jour du carême, le dernier jour avant le carême, où les gens devaient vider leur placard de tout ce qui était gras, c'est-à-dire la viande, les matières grasses, etc., etc. C'est pour ça qu'on faisait des crêpes, on utilisait le beurre, on disait tout, et on mangeait tout ça. D'ailleurs, le mot carnaval vient de l'italien, qui veut dire de l'italien carne levare, qui veut dire enlever la viande. C'est le moment, symboliquement, où on va arrêter d'avoir de la viande qu'on va remplacer par le poisson. Alors le poisson, c'était pas un cadeau à l'époque, hein, parce que quand vous habitiez au bord de la mer, vous aviez du poisson frais. Quand vous n'habitiez pas au bord de la mer, c'était compliqué. Donc ce n'était pas un aliment qui était facilement accessible, en fait. Il y avait une petite astuce derrière. On va regarder justement un tableau qui va nous montrer ça. Voilà. C'est un tableau de Bruegel, de 1559. Alors c'est bien plus tardif, hein, si vous voulez, mais ce qu'on va voir, c'est que dans les campagnes, le carnaval n'a pas beaucoup bougé, finalement. Les éléments sont
sont toujours identiques. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Alors, là, vous avez finalement... vous allez avoir un combat alors, qui symbolise... Alors, le titre, c'est la lutte entre le carnaval et le carême. Alors, le carnaval, il est là. Le gros. Le gros, et derrière, vous avez toute la nourriture, la viande, etc. Vous remarquerez que M. Carnaval a une braguette absolument protubérante, puisque ça fait partie aussi du carême, hein, une certaine forme d'abstinence. Donc il est là, monsieur Carnaval, avec une broche remplie de poulet. Et vous avez derrière les tables qui se mettent en place. Et puis, en face, vous avez Monsieur Carême. Voilà, Monsieur Carême qui est là, tout gris, tout maigre, tout petit. Et Monsieur Carême, derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit des femmes en train de préparer du poisson. Donc le carnaval, finalement, c'est le Mardi Gras, le carnaval, c'est ce moment où deux choses vont se combattre. Le gras, le maigre, le carnaval et le carême. D'une certaine façon aussi, on le verra plus tard, la vie, la mort, tous ces éléments-là sont ponctués. Chez Rabelais, vous avez souvent des références au combat entre les gros et les maigres. Bon. Alors, on va arriver au Moyen-Âge, maintenant. Alors, le carême, j'ai oublié de le préciser, il dure 40 jours. Il dure 40 jours. Hein. Le Mardi Gras a lieu 41 jours avant Pâques. C'est très précis. Hein. Donc, une fois que vous avez Pâques avec la Lune, 41 jours avant, c'est Mardi Gras. Mardi Gras, c'est le dernier jour avant Carême, où on vide les armoires. Et après, on a 40 jours de Carême. Hein? Donc on va arriver au Moyen-Âge. Ça correspond un peu à cette image-là, bien que ce soit un tableau du XVIe siècle. Alors au Moyen-Âge, on va d'abord parler du carnaval des campagnes, des villages. Ce qui est intéressant, c'est que dans les campagnes, les traditions issues peut-être d'une antiquité romaine vont durer. Il y a moins de transformations dans les campagnes que dans les villes. Et on va trouver dans les villages un certain nombre de rituels. Et c'est quand les villages vont se transformer au XIe et XIIe siècle, parce qu'on avait avant le XIe et XIIe siècle des petites communautés qui vont se fédérer en villages un peu plus gros. Et c'est à partir de ce moment-là que les fêtes carnavalesques, ce qu'on n'appelle pas encore carnaval, il faudra que je bourre après, les fêtes carnavalesques vont apparaître. Alors il faut savoir qu'à l'époque, vous avez structurellement deux pouvoirs qui sont au-dessus de la population. Vous avez l'église et le château. Et c'est pas rigolo, hein, parce que chacun lève des impôts, chacun impose ses lois, ses travaux, ses contraintes. Et les deux pouvoirs dans les petites communautés se rendent bien compte qu'ils ont tout intérêt à ce que la population, par moment, libère cette espèce de violence qui s'exerce sur eux par des moments, on va appeler carnaval, même si ce n'est pas encore le terme. Mais en fait, ces fêtes existent déjà. C'est-à-dire que dans les villages, on a des sources sacrées, on a des arbres consacrés, on a des lieux enchantés. Et donc, l'Église, malgré alors elle fait des efforts, hein. La source, eh bien on va organiser une procession pour bénir l'eau, ça va être de l'eau bénite. L'arbre sacré, on va le couper, on va faire une chapelle pour que le lieu devienne sacré, mais du point de vue chrétien. Et toutes ces fêtes-là sont retravaillées avec un succès qui n'est pas toujours assuré. Il y a un autre moment intéressant, je vais préciser. Ouais, ok. Ce sont les moments qui ponctuent la vie agricole. Et ça, c'est hérité de l'Antiquité. Les grandes fêtes de la fertilité, de la fécondité, de la culture, etc., de l'agriculture. Alors, il y a des grands moments, en particulier dans les campagnes, les semailles, avec des... Alors, l'Église va faire des processions dans les champs pour les bénir, mais ça renvoie à des époques plus lointaines. Et puis, il y a un moment important, bon, je ne sais pas si ça vous parle à tous, c'est la tuerie de cochon. Le moment où on tue le cochon. C'est un moment très important, parce que d'abord, le cochon, ça renvoie au gras,
Donc on est encore avant carême. Et puis surtout, il y a une espèce de symbolique du sang que l'on va verser. Et à l'occasion de ces fêtes de la tuerie de cochons, s'organisent dans les villages, je ne l'invente pas, c'est pas un conte, c'est des historiens. Je me suis référé à des textes anciens qui relatent ces événements. Les jeunes gens du village, au moment où on tue le cochon, vont prendre les têtes de cochon, les vider, se couvrir la tête avec la tête de cochon, se barbouiller de sang, faire des espèces de costumes en paille ficelés, etc. Ils deviennent des espèces de créatures monstrueuses. Et c'est là où c'était intéressant, c'est quand je vous ai parlé de village, une communauté villageoise. Eh bien, où vont-ils faire peur aux gens? Non pas dans leur propre village, mais dans le village d'à côté. On va aller entourer une maison isolée, on va pousser des cris terribles, le cri du loup, le cri de l'ours, etc., pour faire peur. À qui? Aux pauvres jeunes filles qui sont dans la maison. Parce qu'effectivement, derrière, il y a ce jeu de la prédation masculine sur les jeunes filles. Donc le carnaval prend ceci. Alors, on est loin des masques luxueux, c'est fait de briques et de broc. Les masques qui sont les plus valorisés, ce sont les masques d'animaux. Le loup, l'ours. L'ours, je rappelle, était avant que le lion ne devienne le roi des animaux. Dans l'Occident chrétien, c'était l'ours le roi des animaux, c'était pas le lion. Donc l'ours et le renard, enfin, etc. Donc ces gens-là vont fréquenter vont faire peur aux autres avec ces masques. Il y avait un moment important, c'était le jeu de Soule. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Soule. C'était un jeu de balles qui s'organisait entre villages, un peu comme des matchs de rugby, si vous voulez, mais ça finissait généralement beaucoup plus mal. Ça pouvait être très très violent, des rivalités entre villages. Alors le but du jeu n'était pas d'exterminer le village voisin, mais c'était de fédérer la communauté du village par rapport à une autre communauté. Et vous voyez tout l'intérêt du château et de l'église d'avoir une communauté soudée, en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces carnavals, c'est que l'on a toujours des masques qui sont funèbres. C'est-à-dire que la mort est toujours présente. Alors, je vais vous présenter un autre tableau du même peintre qui s'appelle Le Triomphe de la mort, 1566. Alors, on ne voit pas très bien. On voit le cadre général. Ici, vous voyez un ciel plutôt, on va dire, chargé, assez inquiétant, rougeoyant. Ça fait un peu feu de l'enfer, vous voyez, cette idée-là. Alors, j'ai fait une vision plus rapprochée du premier plan. Voilà, ce que l'on voit au premier plan. Et là, vous avez au premier plan quelque chose de terrible. Vous avez derrière les hordes de morts qui arrivent. Ce sont des squelettes, des morts en gris, que vous avez là également, et devant, vous avez des gens en train de ripailler, en train de faire la fête, et subitement, vous avez la mort qui va dévaler. Vous avez le cheval de l'enfer, le cheval des enfers qui apparaît ici. Vous avez tous ces éléments qui viennent finalement faire cohabiter la fête et la mort qui est toujours présente. Et ça, dans le Moyen-Âge, c'est extrêmement important. Et ça renvoie à quelque chose de symbolique qui vient de l'Antiquité, c'est la roue de la fortune. Je ne sais pas si vous connaissez alors on connaît l'émission de télévision, mais là c'est autre chose. La roue de la fortune, c'est une mythologie, enfin c'est un symbole qui vient de l'Antiquité. Fortune, c'est la fille de Zeus. Et Zeus, elle est taquine, Fortune est très taquine. Et elle fait tourner la roue pour décider, pratiquement selon sa bonne volonté, du destin. La fortune, c'est le destin, du destin des gens. Donc, vous pouvez tirer le bon numéro, le mauvais numéro, etc. Mais nous, et au Moyen-Âge, il y en a une autre lecture. La circularité de la roue, c'est de dire que finalement, à un moment, on peut être en haut de la hiérarchie, et à un autre moment, on peut être en bas de la hiérarchie. Il n'y a pas de linéarité. C'est circulaire. Et le carnaval a cette capacité à faire tourner la roue. C'est-à-dire, quand on va se moquer... Ah, zut. Voilà. Quand on va se moquer du riche, parce qu'il a un gros ventre, parce qu'il a le nez tordu, parce que sa femme le trompe, on va le rabaisser. On le rabaisse. Mais ce rabaissement, il y a toujours derrière l'idée
que c'est pour lui permettre de mieux remonter. C'est-à-dire que la critique carnavalesque, c'est une critique de construction. C'est comme au Nouvel An, en fait, on fête la fin d'une année, mais aussi on attend la nouvelle, avec ce qui va arriver. Donc c'est l'idée d'une projection qui va se mettre en place. Alors, on a des inversions, hein. On a des inversions, les riches, les pauvres, donc on a les pauvres s'habillent en riches, les riches en pauvres, les hommes peuvent se déguiser en femmes, on a des hommes qui sont enceintes, on a des masques avec des gros ventres, qui sont porteurs, ils vont accoucher du roi Carnaval, hein, c'est ce qu'ils portent, et puis vous avez toutes ces valeurs-là. Le haut, le bas, par exemple, le cul, la tête, et vous avez des masques de fesses, et sur les fesses, des masques de tête. Et ceux qui lisent Rabelais, par exemple, il y a tout un épisode sur les torches-culs où il nous montre comment son fils s'essuie les fesses. Et à la fin on comprend que finalement, avoir les fesses propres, c'est aussi avoir l'entendement propre, bien comprendre les choses. Donc la tête et les fesses sont associées. Mais on renverse pour que ce soit marrant, quoi. Enfin. Alors, ça c'est dans les campagnes. Et ça va durer très longtemps. 5 minutes. Il faut que je passe du Moyen-Âge à aujourd'hui, mais bon. On va passer aux villes maintenant. Dans les villes, ça se passe différemment. C'est le clergé qui va fabriquer le carnaval. Au Moyen-Âge, le clergé est composé de personnes qu'on appelle des clercs, qui ont la tonsure, mais qui ne sont pas religieux. Et les églises sont absolument envahies par ces gens qui veulent profiter des avantages du statut de clerc sans forcément, en avoir les devoirs. Par exemple, on a des bourgeois, un exemple que j'ai repéré, un bourgeois qui était assez âgé, qui a voulu se faire tonsurer et devenir clerc parce que ses impôts allaient divisés par 5. Donc, vous voyez, il y a une motivation extrêmement matérielle. Donc les clercs se multiplient. Et ils sont dans les cathédrales ou les églises. Il y en a des quantités. Et autour d'eux, vous avez des diacres, des sous-diacres, qui sont en proie à l'autorité des évêques. Et à l'intérieur de ces églises, dans les villes, il y a une grande tension au sein des communautés. Et les diacres et les sous-diacres vont mettre en place des fêtes à l'intérieur de l'église pour finalement permettre à ces clercs et à ces petits religieux agités de se libérer de leur violence et de leur énervement. Donc, je vais aller assez vite. Il y a 3 fêtes au Moyen-Âge qui vont se réunir en une seule. La première fête, c'est la fête des enfants. C'est à Noël. Un enfant choisi soit parmi les enfants qui servent le culte religieux, soit des enfants de la ville, vont occuper la hiérarchie religieuse. On va avoir un évêque enfant qui va lire la messe et il va même être payé pour ça. Alors, ça dure pendant la période de Noël, la nativité, l'enfant, et à la fin le 1er janvier, tous les enfants accompagnés de jeunes gens vont dans la ville récolter de l'argent pour les chandelles de l'église, en criant « Au guil en neuf, au guil en neuf ». Vous connaissez guil en neuf. On récolte de l'argent et c'est supposé revenir à l'église. Simplement, la hiérarchie religieuse s'aperçoit que cet argent ne revient absolument pas à l'église et que les défilés de jeunes gens dans les villes tournent à la débauche, aux chansons paillardes, les cabarets sont pleins, etc. Donc ça ne plaît pas énormément. Deuxième fête, la fête de l'âne. Alors, premièrement, la fête de l'âne, ça paraît ridicule comme ça, c'est une fête sérieuse. La fête de l'âne, c'est une fête sérieuse. Il y a un psaume de l'âne, il y a une messe de l'âne, il y a plein de choses. Pourquoi ? Parce que l'âne est un animal lié au sacré. C'est lui qui est dans la crèche, c'est lui qui porte Marie, c'est lui qui ramène Jésus à Jérusalem. Un animal. Bon, alors dans l'église, vous avez une messe de l'âne. On l'accueille l'âne en poussant des i-an. Et après, on a une messe qu'on appelle la farce. L'âne est salué par tous les fidèles. Hein. Bon, c'est un peu burlesque. Et il sort de l'église avec sur son dos, parfois, une jeune femme qui porte un bébé qui va symboliser Marie. C'est le 1er janvier, c'est pour le moment de la circoncision du Christ. Simplement, une fois que c'est sorti de l'église, ça tourne mal.
Parce que les moines dont je vous parlais, les clercs, qui sont des paillards de première, sur l'âne, généralement, ils mettent une prostituée, font tous les cabarets, balancent des ordures sur les gens. Enfin, c'est une foire terrible. Donc l'Église réagit, bon voilà, ça va quoi. Les évêques n'en peuvent plus. Et puis enfin apparaît la troisième fête, la fête des fous. Et c'est cette fête des fous qui va balayer, qui va intégrer la fête de l'enfant et la fête de l'âne en son sein. La fête des fous, c'est simplement des jeunes gens, des jeunes clercs au sein de l'Église qui, pendant un moment, vont prendre le pouvoir et vont faire une messe des fous. Et dans cette messe des fous, outre les obscénités, il va y avoir des critiques extrêmement violentes contre l'autorité religieuse, contre le Christ, enfin, toute la religion, sous couvert d'être fou, parce que c'est pratique. On est fou, donc on peut tout dire. Alors évidemment, le peuple est dans l'église. Hein. La cathédrale à l'époque, c'est une foire. On a tout à l'intérieur. Le peuple est dans la cathédrale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais aller vite. Hein. Les évêques réagissent violemment en disant l'église, c'est pas ça. Donc, tout ça dehors. Donc, on met dehors les trois fêtes de l'enfant, de l'âne, des fous. Et on va tenter de les supprimer, au niveau des évêques, même au niveau du pape, parce que c'est toute l'Europe. Hein. On va supprimer ces fêtes. Impossible. Le peuple adore ces fêtes, parce qu'on est masqué. Et on fait ce qu'on veut quand on est masqué dans une société extrêmement fermée. Et puis les pouvoirs politiques des villes ne veulent pas supprimer ces fêtes, pour deux raisons. Premièrement, affirmer leur pouvoir par rapport à l'Église, et deuxièmement, assurer la paix au sein de la cité. Alors ce qui va se passer, je vais avancer, c'est que progressivement, les villes vont subventionner la fête des fous, vont payer les carnavaliers à l'époque, ce n'est pas encore ça, et vont leur permettre de s'organiser. Alors ils vont s'organiser parce que les villes sont grandes, on va diviser les villes en quartiers, chaque quartier va réaliser soit un char, soit un défilé de masques, soit une fête, soit une pièce de théâtre, en confrérie des métiers. Vous avez les masques des bouchers, les masques des boulangers, les masques, et on fait un défilé de fous. Au départ, ce sont les fous qui mènent la fête, et puis progressivement, jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle, les fous ne sont plus que des éléments parmi d'autres, quelques masques de fous. Alors ce qui s'est passé jusqu'au XVe siècle, c'est que le côté religieux va quasiment disparaître. Les carnavals deviennent des moments de prestige pour les villes. C'est-à-dire que chaque ville va vouloir monter son carnaval le plus exubérant possible, en cadrant. Bon, alors après, j'ai un portrait quand même qui vaut le coup. Alors voilà des images hein, de la fête des fous, en haut. Et là, un pape des fous, que vous reconnaissez peut-être. C'est Quasimodo. Dans Notre-Dame de Paris, Quasimodo est élu par la foule parisienne. Quand il descend sur le parvis de Notre-Dame, il est élu le pape des fous. Alors, au Moyen-Âge, l'évêque, qui est l'évêque des fous, on l'appelait l'évêque des cornards. Traduction, l'évêque des cocus. Alors, ça plaisait à l'Église. Hein. L'évêque des cocus qui allait faire la messe devant la cathédrale, devant toute la population complètement enthousiaste. Ce n'est pas un masque, c'est une personne qui s'appelle Savonarole, qui va diriger Florence pendant une courte période et qui va interdire le carnaval. Alors il va remplacer les chars par des défilés religieux absolument sinistres. Mais le carnaval va revenir, et là j'abonde, le carnaval va revenir à Florence, il va devenir quelque chose de luxueux, d'aristocratique, et ce carnaval va perdre toute son essence populaire. Il va servir de modèle à un autre carnaval qui est Venise, et au XVIIIe siècle, toutes les cours d'Europe vont vouloir faire des carnavals. Au XVIIIe siècle, l'aristocratie s'effondre, et les carnavals avec eux. Toutes ces cours se disparaissent. En France, au XIXe siècle, il faut attendre la Restauration pour que la cour, les aristocrates de la Restauration veuillent refaire un carnaval. Ça ne marche pas du tout. Par contre, il y a un carnaval populaire qui naît à Paris,
mais qui va être mis dans les faubourgs de Paris, plus en centre. Et là, ça marche énormément. Alors, ce qui se passe, c'est que les bourgeois, les grands bourgeois, les aristocrates qui font un carnaval bien peinard, bien plan-plan, à l'opéra ou dans les restaurants chics, sans canaille, passent les portes et vont dans les carnavals populaires goûter au plaisir de la fête. Plus tard, le carnaval va retrouver le centre de Paris, mais va avoir un autre... Voilà, vous avez là des figures de Gavarni, un dessinateur de l'époque. Vous avez quelques figures du carnaval de l'époque à Paris au XIXe siècle. Ce carnaval de Paris va avoir une triste fin, en fait, parce que, bon, d'abord, il y a les événements politiques qui vont avoir lieu à Paris, et puis, on va d'abord confier le carnaval aux bouchers. C'est les bouchers qui vont organiser le carnaval de Paris. Alors, ça s'appellera le carnaval du bœuf gras. Ça fait rêver. Et après, on va élire la reine des lavandières. Et puis ensuite, on va élire la reine du bateau lavoir. Et puis après, on va élire la reine de la mi-carême. Mais là, ce ne seront plus les gens du peuple qui vont l'élire, mais c'est l'aristocratie parisienne. Et puis finalement, puisque ça ne marche pas trop, on va confier le carnaval aux grands patrons parisiens. C'est-à-dire que c'est eux qui vont organiser le carnaval. Alors on a des grands organisateurs que l'on connaît bien, Michelin, qui est déjà inventeur de la roue. Vous avez aussi les directeurs du Printemps, et puis le directeur d'un grand magasin parisien de l'époque, le plus grand magasin au monde, je recherche son nom, Dufayel. C'était un grand magasin, un bazar, comme le bazar de l'Hôtel de Ville. Il se trouvait vers la Goutte d'Or, le plus grand magasin au monde. Et ils vont subventionner le carnaval à condition que le carnaval porte des publicités pour leur magasin. Voilà comment on va finir finalement le carnaval de Paris, alors que ceux qui s'en sont inspirés, comme Nice ou Rio, eux vont continuer. Voilà, c'était très rapide pour la fin, je suis désolé, mais c'était copieux, à traiter en tout cas. Je vous remercie.